Bonjour, et pour ne pas déroger à la règle, je te souhaite une bonne rentrée de septembre. Enfin bon, bonne rentrée, c'est vite dit, car comme tu as dû le remarquer, la rentrée s'annonce difficile. Le montant des factures de gaz ou d'électricité qui ont été annoncées en plein été ne sont qu'un aperçu de ce qui nous attend plus globalement. Macron dévoile un plan de bataille très agressif. Cela est d'autant plus surprenant et contradictoire que l'été a été placé sous le signe de la mobilisation, situation unique depuis des décennies, avec des centaines de milliers de manifestants dans les rues le samedi. Comment donc, dans ce contexte, la rentrée peut-elle s'opérer de la sorte ? L'offensive du chef de l'État se fait sur tous les plans, et ceux qui pensaient qu'il attendrait une éventuelle réélection pour passer à l'attaque en sont pour leurs frais. Macron cogne, car c'est selon lui la seule façon, en radicalisant sa politique, de passer en 2022. Premier champ de bataille, les libertés. Il impose le pass sanitaire, alors que de toute évidence, cela ne sert à pas grand-chose sur le plan sanitaire. Il en a déjà été beaucoup question, donc je vais maintenant aller à l'essentiel. Il s'agit en fait d'un pass autoritaire qui vise à domestiquer la population, à faire passer dans les mœurs l'interdiction, à moins de remplir certaines conditions, de se déplacer, de se réunir, de vivre, tout simplement. C'est pour les libertés que durant l'été, des centaines de milliers de citoyens ont manifesté. La seule réponse du pouvoir a été le mépris, la négation, opposant le nombre de vaccinés au nombre de manifestants. Évidemment, le piège et la manip étaient gros. La question n'est en effet pas vacciné ou pas, mais liberté ou servitude. De nombreux vaccinés se sont retrouvés dans les manifestations pour la simple raison que les libertés les concernent aussi. Accepter aujourd'hui que les non-vaccinés soient visés, c'est ouvrir la porte en fonction des opportunités et de la volonté du pouvoir à ce que demain, de nouvelles restrictions soient imposées à tous. Voilà la réalité. Cela se nomme la marche en avant d'un régime autoritaire, totalitaire. À cela, il y a un but et venant à l'essentiel. Il s'agit du second champ de bataille sur lequel Macron a décidé de se déployer en cette rentrée. Sur injonction du MEDEF, qui tenait aussi en ce début septembre son université de rentrée, Emmanuel Macron ne doit rien lâcher sur le plan social. Tout ne sera pas comme avant, disait-il. Eh bien, en effet, tout devrait en réalité être pire qu'avant. Si besoin, le pass sanitaire doit permettre de maintenir l'ordre. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, les factures EDF et de gaz vont exploser. Si l'agitation doit s'installer, eh bien le pass doit permettre de la réguler. La réforme des retraites a été différée dans l'attente d'une situation favorable au gouvernement pour la faire passer. Il faut élever l'âge de départ et diminuer les pensions. Oui, mais le pouvoir sait que cet angle d'attaque mettrait le feu aux poudres. Donc, c'est ailleurs qu'il décide d'avancer ses pions, dans l'attente de revenir à cette question un peu plus tard. Il faut relancer l'association Capital-Travail, notamment avec l'intéressement et l'épargne salariale pour tenter d'éviter des conflits que MEDEF et pouvoir redoutent par-dessus tout. L'assurance chômage, dont on parle moins, est sur les rails. Il s'agit de diminuer les allocations de 20 à 40% pour les chômeurs qui en perçoivent, ce qui dans les faits revient à rejeter dans la misère des centaines de milliers de nouveaux travailleurs pauvres. L'idée abjecte qui préside à cet objectif est toujours la même. En baissant les allocations, les chômeurs seraient poussés, sans formation, à chercher du travail au rabais, comme si le chômage était de leur fait, de leur responsabilité, à accepter des salaires à la baisse, des contrats précaires, bref, à être corvéables et jetables à merci. Le troisième champ de bataille se joue sur le terrain des salaires. Le MEDEF a donné le ton. Avec l'alliance Capital-Travail qui relèguerait la lutte des classes sur les rayons poussiéreux de l'histoire, il s'agirait d'intégrer les travailleurs à leur propre exploitation. En un mot, pour ta prime, pour ton intéressement, il te faut transpirer un peu plus. Exploite-toi toi-même et veille sur la docilité de ton collègue. Voilà l'axe. Patrick Martin, le numéro 2 du MEDEF, déclare Oui, il faut se pencher sur ce sujet-là, sur les salaires à proprement parler. Mais quand on parle des salaires, les salariés, eux, voient le salaire net. Donc il y a probablement des marges de manœuvre sur les charges sociales. On connaît la chanson, mais la réduction de charges dont parle le MEDEF, ministre et gouvernement, ce n'est autre que la réduction d'une part des salaires différés. Celui qu'on ne voit pas, mais qui est socialisé, celui qui paie la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'école et autres biens communs indispensables. Bref, la réduction de charges dont il parle, eh bien c'est juste la possibilité de piquer dans ta poche sans que tu ne t'en rendes compte, sans que cela se voie. Face à ces questions sociales, le pouvoir ne tente-t-il pas, avec la complicité des médias, à détourner l'attention en agissant sur les craintes, la pandémie, le réchauffement climatique, l'économie, la sécurité, que sais-je, avec un seul but, tout faire pour anesthésier toute idée de changement possible, museler le mouvement social. Et voilà que Macron ouvre un nouveau chantier, l'école. Retour dans les quartiers nord, 13e arrondissement de Marseille. C'est ici qu'Emmanuel Macron vient faire la rentrée des classes. À son arrivée, des huées et des sifflets se font entendre. Le chef de l'État
est accueilli à l'école Bouge, une école élémentaire avec près de 200 élèves. Alors vous êtes en quelle classe là ? Le président de la République a profité d'un déplacement à Marseille le 2 septembre pour annoncer un statut dérogatoire pour 50 écoles marseillaises dès la rentrée 22, en vue d'une généralisation à tout le territoire. Le service de presse de l'Élysée et les journalistes à la botte parlaient d'un plan financier d'1 milliard pour rénover les écoles laissées à l'abandon. Ça reste un peu dans le flou. L'essentiel est ailleurs. Dans une réforme de fond dont le patronat rêvait depuis des lustres que Macron veut enfin réaliser. Il faut qu'on ait des directeurs d'école à qui on permet d'avoir un peu plus d'encadrement. Il faut que ces directeurs d'école ils puissent choisir l'équipe pédagogique. Un projet pédagogique qui est adapté aux élèves. Et en quelque sorte d'avoir une équipe qui n'est pas simplement faite d'enseignants, mais de pouvoir d'abord choisir les enseignants qui y sont, être sûr qu'ils sont pleinement motivés, qu'ils adhèrent au projet, et de pouvoir aussi y associer des acteurs extrascolaires qui partagent l'objectif. En cassant le cadre de l'éducation nationale, il s'agit juste de reprendre à son compte le projet libéral de l'école privatisée. Cette école du futur a tous des rêves libéraux du passé. Voyons concrètement ce que cela signifie. Les directeurs embaucheront donc les enseignants, prévient Macron. Les règles de fonctionnement des écoles publiques vont donc être bouleversées pour les aligner sur celles du privé. Permettre aux directeurs d'embaucher, c'est de fait établir le recrutement à la tête du client. Comment les choses vont-elles se passer concrètement ? En ligne de mire, c'est l'obsession du patronat qui veut supprimer le statut des fonctionnaires qui revient à la vitesse grand V. C'est en effet le mouvement des enseignants et à travers lui du lien entre concours et poste qui seront supprimés. Autrement dit, c'est la fin du statut de fonctionnaire pour les enseignants. Là où le concours permettait un recrutement sur la base des connaissances et des capacités, c'est la volonté du directeur qui va primer. Les écoles fonctionneront comme des écoles privées sous contrat avec des enseignants passant un concours et devant ensuite trouver un établissement qui les accepte. C'est donc une privatisation de l'école publique. Avec le corollaire suivant. Le directeur aura certes les moyens de recruter qui il voudra, mais il aura aussi la possibilité de virer comme il le désirera. Prenons l'exemple d'un prof de philo, d'économie, d'histoire, de français ou de maths qui décideront de sortir des sentiers ultralibéraux qui fabriquent des programmes au rabais. Leur avenir vers ce pôle emploi ou ce qui n'en restera sera tout tracé. L'école ne doit plus avoir vocation à instruire sur tout le territoire, à donner des chances identiques pour entrer dans la vie à tous les jeunes scolarisés, mais doit répondre aux besoins de l'économie locale. Pour aller vite, à quoi sert d'apprendre à lire, écrire, compter à des jeunes dont on décide que leur avenir consistera à visser des boulons ou à taper sur des clous ? Évidemment, je caricature à peine, mais cela pour bien faire comprendre que derrière les propos présidentiels, c'est une véritable révolution dans le milieu scolaire qui s'annonce, dont les jeunes, et avec eux toute la société, seront les premières victimes. L'inspiration de Macron n'est pas très originale. Xavier Darcos en avait lancé l'idée lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale de Fillon sous la présidence Sarkozy. Jean-Michel Blanquer l'avait annoncé dans le Nouvel Observateur en août 2017, alors qu'il était déjà ministre. En 2017, Blanquer n'avait pas osé aller plus loin. On retrouve cette orientation dans le projet CAP 22, dévoilé en 2018, qui refait surface. En 2018, il avait reculé sur le statut des directeurs dans la loi École de la confiance, sous la pression des enseignants et la mise en difficulté sur cette question des députés République En Marche ou des députés de droite. À quelques mois de l'élection présidentielle, Macron et Blanquer sautent le pas. Ils annoncent ainsi un des axes de bataille des présidentielles de 2022. Tuant en mémoire les références permanentes à l'étranger pour justifier la régression sociale et démocratique ici. En gros, le discours est toujours le même puisque ça se fait ailleurs. Pourquoi donc les Français se mettent-ils à râler, entend-on en boucle, dès qu'une loi antisociale est sur la sellette ? Allons faire un tour à l'étranger. Regardons, la Suède est un bon exemple. C'est le pays qui est allé le plus loin dans cette innovation. Mais l'école suédoise a connu le sort du train britannique. Je m'explique. La privatisation du rail, sous Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, a été synonyme d'accident, au point de pousser le gouvernement britannique à renationaliser le train. Bref, une leçon méconnue par les pouvoirs en France et par l'Union européenne qui pousse toujours à la libéralisation du rail. Pour l'école, c'est pareil. En Suède, les directeurs d'école ont obtenu une large liberté pour l'embauche et le licenciement des enseignants. Et aussi en matière d'autonomie pédagogique, comme on dit. Le résultat publié dans PISA 2015, enquête qui concerne les jeunes dans les pays de l'OCDE, est sans appel. La Suède doit faire face à une hausse rapide des démissions de directeurs d'école. Et en plus, les écoles ne trouvent plus d'enseignants à recruter. Il a fallu abaisser le niveau de leur recrutement. Au final,
Le niveau des élèves s'est effondré à un tel point que même l'OCDE a conseillé une réétatisation partielle des écoles. Eh bien, en France, les établissements sous contrat connaissent déjà le syndrome suédois, c'est-à-dire des difficultés à trouver des enseignants et des directeurs, et connaît donc un pourcentage de contractuels beaucoup plus important que dans les écoles publiques. La sécurité devait être de mise pour boucler la boucle. En plus du pass sanitaire, voilà que l'école devra généraliser l'établissement de caméras de surveillance dont l'inefficacité a été évaluée scientifiquement. Et pour les jeunes en difficulté, Macron annonce sérieusement, écoutez bien, l'entrepreneuriat ou le service militaire adapté, ce qui relève tout de même du foutage de gueule présidentiel pour parler vite. Macron est fidèle au vieux slogan publicitaire, le poids des mots, le choc des images. Alors pour les images, le voilà qui exhibe une photo de McFly et Carlito, ses nouveaux amis déjà invités à faire des roulades sur les pelouses de l'Élysée pour souhaiter une bonne rentrée aux jeunes. La séquence vaut le détour. Cette rentrée, malgré tout, elle se fait avec le virus qui continue de circuler. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. Et il faut continuer, je sais que c'est un peu pénible, mais à porter le masque en classe, à continuer de se laver les mains, de tenir les distances. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Il y a parfois un peu d'angoisse le matin de la rentrée scolaire. J'espère que ce soir, cette angoisse sera dissipée. Bon courage. Je passe sur le sort réservé à Samuel Paty, évoqué comme par nécessité. Non, ce sont les deux idoles du président qui ont été à l'honneur. Je me suis posé une question. Pourquoi une telle indignité, un tel ridicule? Une erreur? Évidemment non, tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Alors, la photo des petits camarades du président, très prisés, paraît-il, par les moins de 12 ans, exhibée à l'occasion de la rentrée des classes, vient couronner les injures faites aux enseignants, traités d'incompétents. Au mépris à l'encontre des parents, accusés de préférer les écrans plats à leurs enfants, et aussi la violence contre ces derniers pour des modèles affichés qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'apprentissage des lettres, des mathématiques ou autres matières, dont visiblement se fout notre président. Et puis cela dégage un sentiment de honte. Honte de voir Samuel Paty égorgé par un islamiste pour avoir osé parler de laïcité, relégué au rang de simple accessoire présidentiel. Honte et puis un peu de colère aussi, je l'avoue. Colère de voir la France maltraitée de la sorte. Voilà, excuse-moi si j'ai été un peu long. Pour finir, tu peux cliquer sur le pouce quelque part sur l'écran pour un bon référencement de cette vidéo et surtout la partager, l'envoyer à tes amis, la mettre sur les réseaux, cela pour aider à une réflexion nécessaire à l'action. Tu peux réagir toi-même, n'hésite pas, ma chaîne est faite pour ça. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit et cela permet d'être informé des nouveautés. Tu peux aussi me retrouver, ainsi que certains de mes amis, sur le site La Sociale, à l'adresse simple suivante, la-sociale.online. Tu y trouveras des papiers d'analyse, de réflexion, d'actualité, et pourras, si tu le veux, y contribuer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut.